Depuis des années, le président russe Vladimir Poutine travaille soigneusement à cultiver l'influence de la Russie à travers l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Asie. Cette influence s'est manifestée au grand jour pendant la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a pu compter sur les alliés de la Russie pour fournir des missiles, des obus et même des soldats afin de poursuivre son invasion. Tout semblait trop bien se passer pour Vladimir Poutine, mais ce qu'il a construit commence à s'effondrer. Le réseau d'alliance de la Russie s'effondre, alors que Vladimir Poutine est contraint de faire face au fait qu'il a subi un double échec, ses alliances s'effondrant de toutes parts. La Russie est toujours embourbée dans une guerre en Ukraine qui pourrait bien détruire l'avenir du pays. Ce n'était pas censé se passer ainsi pour Vladimir Poutine. Comme l'a rapporté The New Voice of Ukraine le 13 janvier lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il était encore fermement engagé dans ses efforts pour reconstruire la Russie en une grande puissance qui pourrait avoir autant d'influence sur le monde, voire plus, que les États-Unis. L'opération militaire spéciale en Ukraine devait être une simple étape dans cette quête de puissance, car Vladimir Poutine s'attendait à ce que l'opération soit terminée en 3 jours. La Russie s'emparerait d'une vaste portion de territoire pour former une barrière entre elle et une OTAN en expansion. Et Vladimir Poutine pourrait reprendre la construction de ses relations avec des pays comme la Corée du Nord, la Chine et l'Iran. Bien sûr, 3 jours se sont révélés être une grosse sous-estimation. Pourtant, Vladimir Poutine a su s'adapter, et il a commencé à s'appuyer fortement sur le réseau d'alliances qu'il avait construit pour poursuivre sa guerre. El Pay l'a souligné dans un article infographique, où il évoquait les nombreux partenaires qui ont aidé la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine au cours des 4 dernières années. La Chine figure sur la liste, ayant apporté un soutien économique à la Russie grâce à ses achats de pétrole et de gaz, tout en vendant également des produits clés au pays. Ces produits se trouvent justement être utilisables dans les armes que la Russie doit fabriquer. L'Iran a livré des drones et des missiles pendant une grande partie de la guerre, dit LP, et la Corée du Nord a fourni des munitions d'artillerie. Cette dernière a également envoyé des milliers de soldats. Selon le Conseil des Relations étrangères, entre 14 000 et 15 000 soldats nord-coréens sont arrivés pour combattre aux côtés des forces russes, consolidant ainsi un traité de défense mutuelle annoncé entre la Russie et la Corée du Nord en juin 2024. Pendant plusieurs années, Poutine a tiré pleinement parti de toutes ces alliances. C'est vrai, l'invasion de l'Ukraine est passée d'une opération de 3 jours à un conflit d'usure qui dure depuis plusieurs années. Et le taux de perte de la Russie est bien plus élevé que ce que tout le monde attendait, dépassant les 122 millions de soldats en janvier 2025. Mais tant que l'alliance tient et que la Russie maintient son influence, Poutine pourra continuer sa guerre. Et, peut-être encore plus important, maintenir le statut de la Russie comme l'un des pays les plus importants et influents du monde. Ce à quoi Poutine ne s'attendait pas, c'est que le réseau d'alliances qu'il avait construit commencerait à s'effondrer, et tout a commencé à la fin de 2024. En décembre 2024, le dictateur syrien en place, Bachar el-Assad, est tombé du pouvoir. Une offensive éclair de 11 jours qui a conduit à la chute de la famille el-Assad s'est terminée en décembre, le 8 concluant 14 années de guerre civile qui avait fracturé la nation du Moyen-Orient. Cette guerre avait poussé environ 68 millions de Syriens à quitter leur foyer, dont environ 1 million étaient revenus, 1 an après la chute d'el-Assad, selon Al Jazeera. Mais plus important encore pour la Russie, cette guerre a également permis à Poutine d'étendre son influence à travers la Syrie grâce à l'alliance qu'il avait créée avec el-Assad. Poutine avait de nombreuses raisons pour lesquelles il tenait tant à garder el-Assad de son côté et au pouvoir en Syrie. L'ancien dictateur syrien et le président russe ont commencé à renforcer leurs liens au milieu des années 2000. C'est à peu près à ce moment-là que Poutine commençait à développer l'armée russe dans sa quête pour faire de la Russie une grande puissance. Une fois de plus, cette armée a été utilisée en Syrie pour maintenir el-Assad au pouvoir. Et comme nous le savons tous, Poutine n'est pas le genre de personne à faire ce genre de choses gratuitement. Son soutien à el-Assad était conditionnel, la condition principale étant l'alliance entre Poutine et el-Assad lui-même. Tant que cette alliance existait, la Russie aurait de l'influence au Moyen-Orient. Margot Light, qui est professeur émérite en relations internationales à la London School of Economics and Political Science, a expliqué ce que cela signifiait pour Poutine en 2017. Si vous vouliez négocier une issue au conflit, vous ne pouviez pas ignorer l'avis de la Russie sur la manière dont ce conflit devait être réglé. Margot Light a ajouté « Cela fait partie de cette détermination de Poutine, principalement pour montrer que la Russie est une puissance forte avec laquelle il faut compter. » Avec la relation établie avec al-Assad, la Russie a également gagné de l'influence dans le reste du Moyen-Orient. Mais tout cela s'est effondré avec al-Assad en décembre 2024, portant un coup majeur à l'ambition de Poutine de rétablir la Russie en tant que puissance mondiale. Et lui-même, comme l'une des figures les plus importantes du monde dans ce processus, l'effondrement du régime dictatorial syrien
a blessé Poutine, mais cela n'a pas eu un grand impact sur la guerre en Ukraine. Certes, la Russie avait perdu une alliance avec un pays qui lui donnait de l'influence au Moyen-Orient, mais ce pays n'apportait pas beaucoup de soutien direct à l'effort de guerre russe en Ukraine. En réalité, maintenir le régime d'Al-Assad aurait même pu être considéré comme un fardeau pour les ressources de Poutine, à un moment où la Russie avait besoin de tout, sauf d'un fardeau supplémentaire. Poutine a été affecté par cette perte, mais il croyait toujours qu'il était en train de gagner en Ukraine, tout en développant des relations ailleurs. Puis, 2025 est arrivé, avec l'arrivée du président américain Donald Trump, pour son deuxième mandat à la tête des États-Unis. Maintenant, pendant une grande partie de 2025, le retour de Trump l'a vu souffler le chaud et le froid, avec la Russie, comme avec l'Ukraine. Pour Poutine, l'arrivée de Trump pour son deuxième mandat représentait une opportunité de se rapprocher des États-Unis, et peut-être de faire un pas de plus vers le retour de la Russie dans le jeu. Depuis la mise à l'écart par Poutine lors de son invasion de l'Ukraine, et jusqu'à très récemment, la Russie et les États-Unis semblaient être sur la même longueur d'onde. Un plan de paix en 28 points, élaboré par les États-Unis à la fin novembre 2025 l'indiquait, puisque ce plan suggérait essentiellement cela. L'Ukraine devait céder à de nombreuses exigences de Poutine, y compris remettre la région du Donbass sous contrôle russe. Mais les choses ont changé pour Poutine à l'entrée de 2026. Depuis plusieurs années, Poutine développait des liens avec le président vénézuélien, Nicolás Maduro. C'était clairement un cas où Poutine utilisait Maduro, à la fois pour accroître son influence en Amérique latine et comme une sorte de monnaie d'échange qu'il pouvait utiliser pour obtenir ce qu'il voulait. Par ailleurs, le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA, a clairement évoqué cette utilisation secondaire lorsqu'il a affirmé dans un article du 13 janvier que Poutine avait proposé d'abandonner son soutien à Maduro. Il y a 6 ans, si l'Occident collectif fermait les yeux sur ce qu'il voulait faire en Ukraine, Maduro n'était qu'un pion à utiliser. Mais il restait un allié. Et c'était un allié qui avait commencé à devenir plus important pour Poutine à mesure que la guerre en Ukraine s'éternisait. Et il est devenu évident que même le retrait du soutien de la Russie à Maduro ne pousserait pas l'Occident à donner carte blanche à la Russie en Ukraine. Poutine a fait des promesses d'investissement au Venezuela lorsque Trump a commencé à menacer de blocus naval et de traquer les bateaux transportant de la drogue. En utilisant l'armée américaine, la Russie a renforcé la défense aérienne du Venezuela, avec du matériel fourni par un pont aérien spécialement organisé. Poutine considérait peut-être Maduro comme un simple pion auparavant, mais en 2026, le président du Venezuela devenait un allié clé. Ne serait-ce que parce que la proximité de son pays avec les États-Unis et sa position en Amérique latine donnaient à Poutine une influence mondiale supplémentaire, ou devrions-nous dire ancien président. Le 3 janvier, l'administration Trump a fait quelque chose que Poutine n'aurait jamais imaginé qu'elle ferait. Donner suite à ces menaces militaires vagues envers Maduro. Aux premières heures de cette journée, les États-Unis ont mené une série de frappes aériennes à travers le Venezuela, ce qui a préparé le terrain pour que les forces américaines prennent d'assaut Caracas et arrêtent le président vénézuélien. En un éclair, un autre allié de Poutine, qui dirigeait un pays que la Russie courtisait depuis le milieu des années 2000 selon CIPA, avait disparu. Poutine, malgré toute son influence supposée, n'a rien pu faire à ce sujet. Moscou semblait également incapable de protéger son plus proche ami en Amérique du Sud plus tôt ce mois-ci, lorsque les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro du Venezuela. Un dirigeant qui s'était rendu avec dévouement à Moscou pour le défilé de la victoire de Poutine en mai dernier. Selon Politico, révélant que le pouvoir de Poutine s'étend à peine au-delà de ses propres frontières, du moins en Amérique latine. Un autre allié de Poutine était parti. La seule petite consolation pour la Russie était qu'il s'agissait d'un autre allié qui avait un impact direct minimal sur l'Ukraine. Poutine avait reçu un autre coup, mais c'en était un qu'il pouvait aussi encaisser, à condition qu'il accepte de l'encaisser. Alors que l'Ukraine et l'Occident pouvaient citer la chute de Maduro comme un exemple de l'échec de Poutine à défendre ses alliés, comme il le promet, il en va de même pour la chute d'Al-Assad. Mais ce sont là des problèmes futurs que Poutine pourra gérer tant que l'Iran, la Chine et la Corée du Nord continueront de fournir à la Russie ce dont elle a besoin pour gagner la guerre en Ukraine. Et vous pouvez probablement deviner où cela mène. D'autres mauvaises nouvelles s'accumulent pour Poutine à l'heure où nous parlons. Alors que des manifestations de masse se poursuivent en Iran, CNBC affirme que ces protestations se transforment en une véritable révolution, poussant le régime iranien dirigé par le guide suprême Ali Khamenei au bord de l'effondrement. Si Khamenei tombe, la Russie risque de perdre un allié qui a un impact direct sur la guerre en Ukraine. Bloomberg a rapporté le 12 janvier que l'Iran a envoyé à la Russie la somme stupéfiante de 27 milliards de dollars de missiles, dont beaucoup ont été utilisés par Poutine pour frapper l'Ukraine. Il y a aussi les drones. L'Iran a envoyé des milliers de ces drones Shahid lors des premières phases de la guerre de Poutine. Et la Russie en est devenue tellement dépendante qu'elle a dépensé aux 175 milliards de dollars pour conclure un accord dans lequel l'Iran a permis à la Russie de fabriquer ses drones sur son propre territoire.
La relation entre l'Iran et la Russie n'est pas une alliance de circonstances. Et elle n'est pas comparable à ce que nous avons vu avec la situation de Maduro, où Poutine était davantage concentré sur l'effet de levier que sur des avantages concrets. L'Iran fournit des armes à la Russie. Cela offre également un potentiel de développement d'influence, comme l'explique Max Hess, fondateur du cabinet de conseil en risque politique Enmetane Advisory, à CNBC. Moscou considère la perte potentielle de l'Iran comme un risque bien plus important pour sa posture régionale et nationale que ne l'était la perte de la Syrie, le Venezuela ou, on pourrait dire, son influence en Arménie au cours des dernières années. Hess affirme que la raison en est que l'Iran est lui-même un acteur régional majeur, ce qui offre à la Russie une plateforme pour nouer des alliances et étendre sa propre influence. Donc, pour l'instant, le régime iranien est toujours en place, mais cela pourrait ne pas durer très longtemps. Et si le régime s'effondre, les États-Unis pourraient commencer à voir Poutine comme un dirigeant faible qu'il pourrait aider à renverser. Vous pouvez en savoir plus sur cette situation, ainsi que sur les promesses de l'Amérique d'aider les manifestants iraniens dans notre vidéo. Avec la chute successive de régimes alignés sur Poutine, la réalité commence à rattraper le président russe. L'alliance qu'il a créée et sur laquelle il a tant compté pour asseoir son influence et soutenir sa guerre en Ukraine est une fiction. Après tout, aucun des pays dont nous avons parlé jusqu'à présent ne fait partie de la Fédération de Russie. Certains, comme l'Iran, n'étaient alliés stratégiquement que par nécessité plutôt que par désir, comme l'a expliqué l'ancien diplomate russe Boris Bondarev à Politico le 13 janvier. Il caractérise la relation entre les deux pays comme ayant des relents de méfiance profonde, même si elle était assez stable avant que la vague de protestation ne s'abatte sur l'Iran. Al-Assad est parti, Maduro est parti, Khamenei pourrait bientôt être fini, mais au moins Poutine a encore la Chine et la Corée du Nord, non ? Eh bien sûr, cependant. L'un de ses soi-disant alliés est loin d'être le partenaire dont Poutine a besoin, s'il veut ramener la Russie à la place qu'il estime lui revenir à la table mondiale. La Chine, franchement, est bien plus un acteur géopolitique que la Russie. Et Poutine le sait. Il sait probablement aussi que, tout comme Poutine a utilisé ses relations avec les régimes effondrés ou en train de s'effondrer que nous avons mentionnés pour renforcer son propre pouvoir, la Chine utilise simplement la Russie pour ses propres intérêts, jusqu'à ce que cela devienne gênant pour elle de continuer ainsi. La Chine n'a pas exprimé un soutien total à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour commencer, oui, la Chine fournit des composants et achète du pétrole russe, mais Pékin n'a jamais déclaré que Poutine avait raison, ni qu'il bénéficiait du soutien total de la Chine. Le pays maintient une déclaration de neutralité qui est loin du soutien total dont Poutine a besoin pour pouvoir vraiment affirmer qu'il a la Chine à ses côtés. Le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a déclaré que le pays ne voulait pas voir la Russie vaincue sur le champ de bataille en Ukraine. L'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité, ou ISS, l'a souligné dans un article d'octobre 2025. Cependant, cela pourrait être parce que la survie de la Russie profite à la Chine, pour l'instant. Le soutien de la Chine n'est pas illimité. C'est ce qu'affirme l'ISS. Pékin a évité de payer un prix économique et politique élevé pour son aide. Moscou est devenu de plus en plus dépendant. En retour, la Chine a tiré parti de l'asymétrie de la relation en utilisant la Russie comme un marché pour absorber ses exportations. L'alliance entre la Russie et la Chine concerne davantage l'argent et les signaux géopolitiques que toute autre chose, et la Russie paie un prix élevé pour la maintenir. Selon un article du 23 décembre dans The Telegraph, plusieurs industries russes sont désormais en difficulté en raison de l'influence de la Chine. Les importations russes de voitures chinoises ont été multipliées par 7 en 2 ans, jusqu'en 2024, ce qui affecte la production automobile nationale russe, selon le média. La Chine n'investit désormais que 400 millions de dollars en Russie, ce qui est remarquable étant donné qu'elle investissait en moyenne 12 milliards de dollars en 2011. Et la Chine a également démontré à plusieurs reprises qu'elle était prête à suspendre ses achats de pétrole russe, surtout lorsque la machine à sanctions des États-Unis se met en marche. On en est arrivé au point où un article du Geopolitical Monitor du 22 décembre a suggéré que la Chine pourrait être une alliée de Poutine, qui attend maintenant la défaite de la Russie en Ukraine. Si c'est vrai, alors Poutine est bel et bien le petit frère du président chinois Xi Jinping. Loin d'influencer la prise de décision chinoise ou d'utiliser une alliance avec la Chine pour projeter sa puissance en Asie ou dans l'Indo-Pacifique, Poutine dépend en réalité de Xi pour que l'argent continue d'affluer en Russie. Il sait que la Chine pourrait fermer ce robinet à tout moment, et la Russie aurait du mal à survivre. Ce n'est vraiment pas la situation dans laquelle une véritable puissance mondiale devrait se trouver. Alors, qu'est-ce qu'il reste à Vladimir Poutine dans tout cela ? En gros, la Corée du Nord, un paria mondial à une échelle encore plus grande que la Russie, et, malgré le pacte de défense mutuelle que nous avons mentionné plus tôt, ce pays n'apporte pas autant à la Russie que Vladimir Poutine en aurait besoin. Il est peu probable que nous assistions à un changement de régime en Corée du Nord de sitôt.
Donc Vladimir Poutine peut souffler de ce côté-là. Et la Corée du Nord n'est pas assez puissante pour faire de lui une marionnette, comme la Chine pourrait le faire. Mais le fait que la Russie compte sur la Corée du Nord pour s'imposer comme une puissance mondiale n'est pas vraiment une excellente stratégie. Le commentateur militaire Denis Popovitch l'a d'ailleurs affirmé sur Radio NV, comme l'a rapporté Ukraine Today le 14 janvier. Maintenant, imaginez que tout cela disparaisse, dit Popovitch à propos des armes que l'Iran envoie à la Russie, et qui pourraient disparaître si le régime de Khomeini tombe. Et étant donné que la Corée du Nord, dont nous n'avons pas parlé depuis longtemps, fournit des munitions à la Fédération de Russie, même si cela concernait des millions de tonnes. Mais j'ai vu des informations selon lesquelles les réserves de la Corée du Nord s'épuisent progressivement, et ils sont obligés de déployer des capacités supplémentaires. Popovitch dit que Popovitch soulève de bons arguments. Le 15 novembre, RBC Ukraine a rapporté que la Corée du Nord avait épuisé ses stocks d'obus d'artillerie, la forçant à se tourner vers la fabrication de drones à vue à la première personne pour maintenir ses livraisons d'armes à la Russie. Il n'est pas clair pourquoi la Russie voudrait même des obus nord-coréens au départ. Dès le 27 février, Newsweek rapportait qu'environ la moitié des obus que la Russie reçoit de la Corée du Nord ne fonctionnent même pas. C'est essentiellement ce qu'il reste à Poutine de son réseau d'alliances soigneusement construit. Des obus défectueux provenant d'un pays qui s'épuise, tandis que la Russie est toujours aussi embourbée en Ukraine qu'elle ne l'a jamais été. Politico affirme que la Russie a perdu 11 millions de ses soldats en Ukraine, bien que le propre ministère des Finances de l'Ukraine affirme que ce chiffre dépasse les 12 millions. L'Ukraine frappe aussi durement la Russie, ayant récemment laissé 600 000 Russes sans électricité dans la région frontalière de Belgorod après une frappe de missiles. La guerre qui aurait dû se terminer en quelques jours coûte à la Russie d'énormes quantités de main-d'œuvre, de temps et d'argent. Et si les choses continuent ainsi, la Russie combattra l'Ukraine longtemps après le départ de Poutine. En mai 2025, Forbes a suggéré que le rythme d'avancée de la Russie en Ukraine est si lent qu'il lui faudrait jusqu'en 2256 pour prendre l'Ukraine, au prix de 101 millions de pertes humaines, aussi exagérées que ces chiffres puissent paraître, et en ignorant également les pertes ukrainiennes. Il démontre tout de même que la guerre en Ukraine a prouvé que la Russie n'est pas la grande puissance militaire. Tout le monde le pensait avant février 2022. Et alors que ces alliances s'effondrent autour de lui, Poutine doit aussi accepter le fait qu'il est bien moins influent qu'il ne le pense. Il n'a pas réussi à protéger des alliés clés au Venezuela et en Syrie. Le régime iranien est au bord de l'effondrement, et Poutine ne fait rien. La Chine se sert simplement de la Russie, et la Corée du Nord n'est tout simplement pas un pays sur lequel un nouvel ordre mondial dirigé par la Russie pourrait reposer. On peut se demander si Poutine regrette sa décision d'envahir l'Ukraine. S'il ne l'avait jamais fait, l'illusion d'influence qu'il avait aurait pu être construite et maintenue. Mais le double échec du dirigeant russe a gravement affaibli la Russie, et ses soldats commencent à s'en rendre compte. L'Ukraine vient de signaler que des milliers de combattants prétendument loyaux à Poutine se sont rendus, causant ainsi de graves problèmes à l'armée russe. Découvrez-en plus sur ce sujet dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages sur l'impact que la guerre insensée de Poutine a sur lui-même et sur son pays.